Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCA Vidéo Créative édition 3D dans Blender. Avant de commencer l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager et de cliquer sur la petite cloche. Si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. Sur ce, place à l'épisode. Bon, ça y est, on est enfin arrivé au bout. Il ne reste qu'une dernière étape, le compositing. Mais rassurez-vous, ça devrait être relativement simple. Bon, d'accord, j'ai peut-être un peu ambitionné, mais rassurez-vous, la plupart des techniques, on les a vues ensemble et elles sont toutes relativement simples. Avant de commencer, on va tout de suite aller préparer nos rendus et pour ce faire, on va aller dans notre panneau de propriété, dans l'onglet Render Properties, la petite caméra qu'il y a juste ici. Pour commencer, on va régler notre nombre de samples. Dans mon cas, j'ai mis 56, mais si jamais c'est un petit peu trop lent pour vous, vous pouvez encore baisser un peu. On va ensuite activer notre Motion Blur. Faites des tests pour voir combien vous en voulez. Moi, je l'ai mis à 0.36 et ça marche relativement bien. On peut maintenant passer à l'étape de régler nos passes de rendu. Pour ce faire, on va dans l'onglet View Layer. On garde le Combine activé, on garde le Mist activé, on active les Machines et on active aussi les cryptomates d'objets et de Material. Si vous vous rappelez bien, on avait choisi de ne pas utiliser l'Ambient Occlusion de Blender. À la place, on a choisi d'utiliser un AOV et il faut maintenant le rajouter à nos rendus. Pour ce faire, on va cliquer sur le petit plus dans la section Shader AOV, juste ici. Et on peut maintenant le rajouter en rentrant son nom juste ici. Vous vous rappelez pas, on l'avait appelé AOV_AO. Parlant d'Ambient Occlusion, j'ai un petit détail à rajouter. Prenons notre sympathique entité ici présente. Moi, je dis qu'on l'appelle Steve. Eh bien, Steve, lui, il n'a pas de sortie AOV. On va s'en occuper au compositing. Je vous explique dans quelques instants. Alors, une fois que vous aurez un premier frame de rendu, vous pourrez aller dans l'onglet Compositing. On va commencer par le gros encadré vert qui s'appelle Ingest. Bon, j'aurais aussi pu l'appeler Input, cependant, comme je retravaille la couleur de mes images, je crois que Ingest, c'est un peu plus approprié. La première étape, ce sera de faire passer le Color Space de mon image principale de sRGB à Filmic Log. Pour ce faire, on va utiliser le Convert Color Space et on va le régler from sRGB to Filmic Log. Et ça va me faire passer de ceci à cela. Oui, je le sais, c'est très laid, mais l'espace colorimétrique Filmic Log me donne beaucoup plus de liberté au moment de retravailler mes couleurs. Il y en a probablement qui vont me dire que j'aurais pu rendre mes images directement en Filmic Log, et c'est vrai! Et si l'aventure vous intéresse, vous pouvez trouver le Color Management de vos scènes directement dans l'onglet Render Properties, en bas complètement, juste ici. Cependant, soyez prévenus, le Color Management c'est beaucoup plus compliqué qu'il ne paraît, il y en a qui posent cette question-là jusqu'au doctorat. Ça vous donne une idée. C'est donc pour cette raison-là que j'ai décidé de simplement convertir mon Color Space de sRGB à Filmic Log, c'est beaucoup plus simple. Une fois que je sais que je vais travailler mes images en Filmic Log, je vais passer à mon Ambient Occlusion. Et je me rends compte immédiatement qu'il y a un petit problème. Il y a un trou dans mon Ambient Occlusion et c'est Steve qui est de retour. Pour remplir le trou, pas de panique, c'est très simple. On va utiliser un Alpha Over. On branche notre Ambient Occlusion dans le deuxième input et on garde le premier en blanc, ce qui nous donne ceci. Et juste comme ça, on a réglé notre problème de Steve. Si jamais il y a des détails qui vous déplaisent dans votre Ambient Occlusion, vous pouvez utiliser un cryptomate pour les isoler et les retravailler un peu. Dans mon cas, c'est les rails du plafond, je les isole avec un cryptomate et je les fais passer par un mix color qui va les remplacer partiellement par du blanc, ce qui va atténuer leur impact sur mon Ambient Occlusion. Maintenant que j'ai fini de travailler ma passe d'AO, je vais la passer à travers un color ramp pour ajuster son intensité. Pour intégrer le résultat, il ne me reste qu'à passer à travers un Mix Color réglé en Multiply. Pour le facteur, je vous laisse décider, ça va dépendre du résultat que vous recherchez. Comme vous pouvez le voir, la différence est relativement subtile. Pour avoir une meilleure idée de votre résultat, je vous recommande de passer par un Convert Color Space pour le repasser de Filmic Log à sRGB. Et comme vous pouvez le constater, on voit beaucoup mieux. Si on regarde juste au-dessus de mon Ambient Occlusion, j'ai une section qui s'appelle Dark Air Mask. Mon idée, c'était simplement de donner un effet un peu surnaturel à l'ambiance des backrooms. Je me suis donc dit que ce serait intéressant si l'air y avait une certaine opacité. Pour ce faire, je commence donc par mon Mist, que je fais passer à travers un Gamma. Bon, c'est subtil, mais ça change un peu ses dégradés.
Cependant, je ne veux pas que ça affecte trop mes lumières. Je vais donc aller récupérer mon Emit, que je vais passer à travers un Hue Saturation pour enlever complètement ma couleur. Je baisse la saturation à 0 et j'utilise ça dans un Factor d'un Mix Color pour le remplacer par du noir, ce qui me donne ceci. Et tout ça, ça me donne un masque que je peux brancher dans le Factor d'un Mix Color pour baisser l'exposition de ma scène, mais seulement à certains endroits. Il y en a beaucoup qui se contenteraient de ça comme rendu final, mais vous me connaissez, j'adore me compliquer la vie. En fait, 90% du temps, ce qui va trahir un effet numérique, c'est la qualité de vos images. En effet, ce qui sort d'un logiciel 3D, c'est toujours beaucoup trop parfait. Il faut donc empirer la qualité de nos images. Et pour ce faire, on va commencer avec ce qu'on appelle une passe haut. La passe haut, comme on la voit à l'écran en ce moment, c'est un filtre très mystérieux qu'on retrouve entre autres dans Photoshop. Si vous ne le connaissez pas, il y a de fortes chances pour que vous pensiez qu'il est complètement inutile, mais croyez-moi, vous vous trompez. En effet, il me permet d'isoler certains détails dans une image afin de les transférer dans une autre ou de les renforcer. Pour générer ma passe haut, on va commencer par un Hue Saturation qui va me permettre d'enlever complètement la couleur de mon image. On règle la saturation à 0, ce qui me fait passer de ceci à cela. Ensuite, on va scinder mon script en deux. On va envoyer mon image en noir et blanc en haut. On va la brancher directement dans l'input A d'un Mix Color réglé à mix à 50%. En bas, on va brancher un node blur qu'on va mettre en négatif avec un invert color et on branche le résultat dans l'input B de mon Mix Color, ce qui me donne ceci. Oui, je le sais, c'est un peu décevant, mais c'est juste qu'il faut augmenter les contrastes. J'aurais pu utiliser un node de contraste, cependant je préfère le faire manuellement. Je vais donc prendre une value que je vais brancher directement dans un from min d'un map range et je vais aussi envoyer la valeur dans la deuxième input d'un node mathématique. Ouh! Rassurez-vous, c'est juste une soustraction, il n'y a pas de quoi avoir peur. Si on regarde de plus près, je vais juste soustraire ma valeur à 1. Et le résultat, je l'envoie dans le from max de mon map range. Et juste comme ça, j'obtiens une passe haut parfaitement fonctionnelle. Et si je veux changer la fréquence des détails que je veux isoler, j'ai juste à changer la taille de mon blur. Si je veux isoler les petits détails, j'ai isolé les hautes fréquences. Cependant, si je veux isoler les gros détails, j'ai isolé les basses fréquences. Maintenant, pour intégrer ma passe haut, il me suffit de la brancher dans l'input B d'un Mix Color en overlay et de brancher mon image originale dans l'input A. Ça me permet de renforcer certains détails, un petit peu comme les vieux caméscopes VHS des années 80. Vous pouvez également utiliser la passe haut pour recréer un artefact propre aux enregistrements sur bande magnétique. En fait, quand on enroulait une bande magnétique sur elle-même, comme dans une VHS par exemple, il pouvait arriver que l'information se transfère d'une couche à une autre. Il en résultait un espèce de décalage qu'on pouvait voir un petit peu comme une image fantôme. Par conséquent, si vous voulez reproduire cet effet-là, vous pouvez utiliser un transform, par exemple, ici je l'ai réglé à 2 pixels en X, ce qui me donne ceci. Bon, je le sais, c'est subtil, mais ça peut être un effet intéressant si vous le recherchez. Dans mon cas, cependant, je ne l'ai pas utilisé pour mes rendus. On arrive maintenant à un Mix Color qui semble faire absolument rien. Dans les faits, c'est que le compositeur de Blender n'a pas de node clamp compatible avec les inputs en couleur. Le problème, c'est qu'en compositing, il peut arriver que mes images se retrouvent avec des pixels qui sont plus noirs que noirs ou plus blancs que blancs. Et ça, on n'aime pas ça. J'utilise donc un Mix Color dont je clampe le résultat et dont je règle le facteur à 0. Croyez-moi, ça évite énormément de problèmes. Et on arrive à l'étape de la correction de couleur. Comme je l'ai dit plus tôt, mon but c'est de recréer l'effet caméscope VHS des années 80. Et pour ça, j'ai un petit truc à vous donner. Mais d'abord, il me faut une référence. Et entre en scène, mes vidéos de famille. L'idée ici, c'est de trouver une recette qui me permette d'améliorer la qualité des couleurs de cette image-là, de l'inverser et de l'appliquer aux couleurs de mes rendus. Et... VHS, est-ce que tu es au courant qu'on comprend absolument rien? Ok, je te fais une démonstration. On commence avec mon image originale. On convertit son color space de sRGB à filmic log pour avoir un peu plus de liberté. On la fait passer par tous les nodes qu'on juge nécessaires afin d'améliorer ses couleurs. Et une fois que vos couleurs sont améliorées, on reconvertit le tout en sRGB. Juste pour vous donner une idée, voici le avant. Et voici le résultat après. Vous remarquerez que mon résultat est un peu moins contrasté. Rassurez-vous, c'est voulu. C'est juste qu'au moment où je vais inverser ma recette pour mes rendus, ça va augmenter ses contrastes. Donc, pas de panique, c'est normal. Maintenant que je suis satisfait de mes couleurs, je vais récupérer mon rendu. Il me suffit alors de repasser sur chacun de mes nodes pour inverser leur effet sur mon image. Alors... VHS, comment tu fais ça? Ah, ça, c'est très simple. Et je t'explique. Le Hue Saturation, ce sera probablement le plus facile. Ici, je me suis contenté de diminuer ma saturation de 0,02666 et ma value de 0.01416. Pour la saturation, on va partir de 1 et on va rajouter 0,02666.
Et pour la value, on va partir de 1 et rajouter 0.01416. Pour les courbes de correction, ça va être un petit peu plus long. Il va falloir que j'inverse sa transformation. Mais avant, il faut que je vous explique un petit détail. Sur une courbe qui n'a pas été modifiée, toutes ces valeurs en abscisse et en ordonnée sont exactement les mêmes. Par exemple, en rajoutant un point juste au milieu ici, il se retrouve aux coordonnées 0.5, 0.5. Si vous connaissez moindrement les maths, vous savez donc que pour trouver la valeur qu'il faut rentrer juste ici, il faut simplement utiliser cette petite expression algébrique. Si vous êtes nul en maths, cependant, pas de panique, je vous explique. En réalité, c'est exactement la même manipulation qu'on a faite sur notre U saturation juste ici. Par exemple, ce point aurait dû se retrouver aux coordonnées 0.5, 0.5. On voit qu'il y a un des chiffres qui est différent, il suffit donc d'inverser sa transformation. Je commence par prendre mon chiffre ici et je le soustrais à 0.5. Maintenant que c'est fait, je mets le tout entre parenthèses et je l'additionne à 0.5. Faites ça pour chacun des points de vos courbes et vous devriez vous en sortir. Et voilà, mes courbes sont toutes inversées et on peut comparer avant et après. Avant et après. J'avoue que la différence est relativement subtile, mais croyez-moi, ce sont les petits détails qui vont faire toute la différence. Et oui, c'est vrai que j'aurais pu travailler un petit peu plus les couleurs, mais comme j'ai déjà une recette qui fonctionne un peu plus loin dans mon script, on va en rester là pour la démonstration. Petit détail supplémentaire, si jamais vous avez accès à un vieux caméscope et le matériel nécessaire pour les numériser, vous pouvez également vous procurer une carte semblable à celle-ci. Ça va vous permettre de générer un fichier LUT à l'aide de DaVinci Resolve qui transférera les couleurs de votre caméscope directement à vos rendus 3D. De retour à la section correction de couleurs, l'autre partie du script juste ici me permet simplement d'ajuster la couleur de notre ami Steve. De son côté, le Fake Auto Exposure me permet de simuler le mode automatique d'une caméra. Vous pouvez très bien vous en passer. À la fin de la séquence, si vous vous rappelez bien, on se retrouve dans une pièce qui est légèrement plus éclairée. Ce faisant, je me retrouve avec des lens flares relativement intenses. C'est pour cette raison-là que j'ai décidé de rajouter une petite correction avec Last Room Light Correct juste ici. Donc, à moins que vous ayez des problèmes du même genre, vous devriez pouvoir vous passer de cette section-là. La section lentille me sert encore une fois à empirer la qualité de mes images. Oui, oubliez pas, ce qui sort d'un logiciel 3D, c'est toujours trop parfait. On va donc rajouter un node de Lens Distortion réglé à 0.05 de distorsion et 0.01 de dispersion. Oui, je sais, les valeurs sont très petites, mais croyez-moi, ce node-là est particulièrement sensible. Et on en profite pour ajouter un blur réglé à gaussien avec une taille de 3 pixels par 3 pixels. Avec ces deux nodes-là, ça me permet de passer de ceci à cela. Oui, je sais, pour les contours noirs. Et si je veux m'en débarrasser, j'ai juste activé le fit de mon Lens Distortion. Cependant, je ne veux pas m'en débarrasser tout de suite. En fait, la raison pour laquelle je ne veux pas me débarrasser des contours noirs, c'est qu'ils vont me faciliter énormément la vie au moment de rajouter mes flares. Les flares, c'est un autre effet de lentille. D'ailleurs, j'ai fait un tutoriel pour en recréer. Je vous laisse le lien en description. Dans ce cas-ci, cependant, j'ai pas fait un script trop compliqué. Je voulais juste donner un glow autour de mes lumières. Je commence donc par mon Emit que je fais passer par les trois mêmes étapes que mes rendus. Le Convert Color Space, le Lens Distortion et le Blur de 3 pixels par 3 pixels. Maintenant que mon Emit est compatible avec le reste de mes rendus, je peux utiliser un Mix Color en Add pour l'ajouter par-dessus le reste de mes rendus. Je passe donc de ceci à cette image-là. Oui, en gros, ça fait juste rendre mes lumières plus lumineuses. La collection que j'ai sélectionnée à l'écran, c'est qu'au début de la séquence, on passe entre deux colonnes, ce qui crée des reflets de lumière indésirables. J'ai donc décidé de les atténuer un peu pour la création de mes flares. On arrive à la partie la plus intéressante de la création de mes flares, le moment où j'écrase toute mon image. Je vous explique. Ce que je voulais avec ça, c'était juste de recréer un effet anamorphique. Vous savez, quand les effets de lumière s'étirent à l'horizontale, bah c'est ça. Donc pour faire ça, la première étape, c'est d'écraser mon image. Je sais, ça a l'air un peu bizarre en ce moment, mais croyez-moi, ça va marcher. Maintenant, mes flares, je les fais en deux temps. Tout d'abord, je commence avec un glare. C'est ça qui va me créer les espèces d'étoiles comme celle-ci. Ensuite, on va réétirer mon image pour la remettre dans le bon format. Et on termine avec une courbe qui va me permettre de corriger ses couleurs et d'augmenter sa luminosité. Ça, c'était pour mes étoiles. La prochaine étape, ce sera de rajouter un glow autour de mes lumières. On commence par une courbe qui va me permettre d'isoler les hautes lumières de ma séquence.
On continue avec un flou gaussien de 100 pixels par 100 pixels. Et j'ai diminué un peu ma saturation. Le node Exposure qu'on retrouve ici avait pour but de me servir de gradateur pour augmenter ou baisser l'intensité de mes flares. Au final, j'en ai pas eu besoin, mais je le laisse là au cas où. Une dernière courbe de correction de couleur. Et on termine avec le scale qui va me permettre de redonner à mon image sa forme originale. Il ne me reste qu'à additionner les deux composants de mon flare avec un mix color en add et de l'ajouter à mon rendu final. Maintenant qu'on a nos flares, on peut se débarrasser de nos contours noirs. Pour ça, on va utiliser un node de Transform avec un scale de 1.05. Oui, c'est une légère augmentation de taille, mais croyez-moi, ça paraîtra pas trop au final. Mais comme Blender a besoin de récupérer la taille de mon image originale, j'ai utilisé un Mix Color réglé à Mix avec un facteur de 100. Mon image dont j'ai augmenté la taille, je la branche dans mon input B. Et pour l'input A, je viens récupérer mon image originale avant son agrandissement. De cette façon, je récupère une image recadrée. Maintenant que notre image est pratiquement prête, on peut la reconvertir de Filmic Log à sRGB et terminer en rajoutant du grain cinématographique. Bon, je vous avoue que ce node-là, il n'existe pas réellement dans Blender, je l'ai fait moi-même, mais je vous ai fait aussi un tutoriel qui vous explique exactement comment en recréer un. Le lien est en description. Et le Mix Color que juste après, encore une fois, c'est un clamp. Le Fade Compression que vous voyez juste ici est totalement facultatif. D'ailleurs, moi-même, je l'ai désactivé pour mes rendus parce que je trouvais que le résultat était pas très joli. Cependant, croyez-moi, il n'y a rien de très compliqué. C'est simplement deux textures, celle-ci et celle-ci, que je viens rajouter en overlay par-dessus mes rendus, ce qui permet de recréer un effet de compression MP4. La raison pour laquelle je l'ai enlevé, c'est que je compressais déjà ma vidéo en MP4 et YouTube allait aussi le compresser par la suite. Ça faisait donc très redondant. J'ai donc ajouté un petit node switch juste ici qui me permet d'activer ou désactiver ma fausse compression MP4. Vous verrez si vous décidez de l'activer ou pas. Et on arrive finalement au bout de mon script de compositing. Vous remarquez que j'ai désactivé le file output. La raison, c'est simplement que j'ai utilisé une ferme de rendu pour sortir ma séquence. D'ailleurs, si une ferme de rendu gratuite vous intéresse, il existe chez Pit. La façon dont ça fonctionne, c'est que vous téléchargez un petit client qui va vous permettre d'utiliser votre ordinateur pour générer des rendus quand vous ne l'utilisez pas. Ça va vous permettre de générer des points qui vont vous donner une priorité au moment de faire vos rendus. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez dans Get Started et vous téléchargez le client qui convient à votre système d'exploitation. Finalement, quand vous aurez assez de points pour demander vos propres rendus, il vous suffira d'utiliser le petit interface qu'il y a juste ici afin d'envoyer vos fichiers et une fois qu'ils sont terminés, vous n'avez qu'à télécharger vos images. Attention cependant parce que vous ne pourrez pas utiliser de file output dans votre script de compositing. Il faut le sortir directement avec le node composite. Autre restriction, il faudra que tous vos fichiers externes soient directement enregistrés dans votre scène. Pour ce faire, utilisez simplement la fonction File, External Data, Pack Resources. Et une fois que c'est fait, vous enregistrez et vous envoyez votre fichier. Et voilà, nous avons survécu au backroom et à Steve. Je prends tout de même un instant pour vous afficher la totalité du script de compositing à l'écran. Si jamais vous en avez besoin, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour le regarder d'un peu plus près. Je vous rappelle également que vous pouvez télécharger ma scène en lien dans la description. Sur ce, je suis très curieux de voir ce que vous avez réussi à tirer de vos propres backrooms. N'hésitez pas à me partager vos résultats en commentaire. En attendant, je retourne vous préparer de nouveaux tutos. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine. C'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche. Et si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.